Bien, bonsoir à tous. Oui, voilà, ça marche. Donc, bienvenue dans cette salle des fêtes. Pour cette conférence ce soir, nous sommes réunis autour de deux invités que je vais présenter dans un instant, mais aussi autour d'une publication qui vient tout juste d'arriver, je crois, aujourd'hui, à la librairie en tout cas. Voilà, donc cette publication est le fruit du travail de Michel Descolonges, que vous connaissez peut-être tous. En tout cas, on l'a accueilli déjà plusieurs fois aux archives pour des conférences. Et puis, elle avait eu l'occasion de présenter aussi à plusieurs reprises son ouvrage, paru en 2022 sur le camp de Rio Cross. Alors, cette publication, elle fait suite à ce travail sur Rio Cross, justement. Mais cette fois-ci, c'est une édition d'une source, on peut le dire, d'une source historique, le journal de Regina Felsenthorn, donc, qui a été internée à Rio Cross après son arrestation en octobre 1939 dans le nord de la France, et qui a laissé une trace importante pour l'histoire à travers un journal qui est aujourd'hui conservé au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, et pas du tout aux archives départementales de la Lozère. Donc Michel nous racontera aussi tout à l'heure l'histoire de ce journal. Voilà. Alors, nous accueillons aussi ce soir une deuxième invitée, Suzanne Reimerthorn. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Voilà. Vous êtes la belle-fille de Regina. Votre mari Edmond, décédé l'an dernier, était donc le fils de Regina Felsenthorn. Et vous avez fait la connaissance de Michel Descolonges, justement, à l'occasion de l'édition de ce journal. Et vous avez noué des liens depuis, qu'il faut qu'aujourd'hui vous teniez aussi être présente. Et vous avez fait le voyage depuis New York, voilà, pour assister à la présentation de l'ouvrage, mais aussi peut-être pour profiter un peu de la France. Voilà. Alors vous nous direz tout à l'heure un mot, hein, je crois que vous lirez un texte à la fin. Mais d'abord on va écouter donc Michel Descolonges, qui après une carrière de sociologue a décidé de s'intéresser aux sources de l'histoire, et qui depuis plusieurs années donc travaille sur Rio Cross sous diverses formes. Et l'édition de ce journal, c'est la dernière publication. Donc tout à l'heure, je vois que certains ont déjà sauté sur l'occasion d'acheter l'ouvrage. Tout à l'heure, on pourra à la fin faire une séance de dédicaces. La librairie, la librairie est présente au fond de la salle. Donc on les remercie. Et puis voilà, l'ouvrage sera disponible à partir de maintenant, donc à la vente. Voilà. Je vous laisse la parole, Michel. Donc la conférence est filmée comme toutes nos conférences et donc vous pourrez la retrouver dans quelques temps sur la chaîne YouTube du département. Voilà, si vous voulez la revisionner, la partager aussi. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir revoir ces conférences par la suite. Nous avons aussi préparé une petite table thématique. Alors ça, c'est notre bibliothécaire. Nous avons sorti quelques ouvrages sur Rio Cross, mais aussi des mémoires d'internés qui ont déjà été publiés, puisque le journal de Regina Felsenthorn n'est pas la première source publiée. Voilà, donc vous verrez, c'est pas exhaustif, mais on a sorti quelques ouvrages. Voilà, je laisse la parole à Michel. Très bonne conférence. Si ma voix n'est pas suffisamment soutenue, vous me le dites. Mais, oui, si, il marche. Il est allumé en tout cas. Bon, donc peut-être que c'est moi qui ne parle pas suffisamment fort, hein, mais vous me le dites, hein, c'est pas la peine d'attendre longtemps. Alors, pourquoi je commence par une aquarelle comme vous le voyez, qui représente le camp, une scène du camp, et parce que cette aquarelle, elle est arrivée en Lozère, et parce qu'à New York, elle
elle a été donnée à Paul Salmona, qui est le directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, et qui, à l'occasion d'un colloque, a rencontré Edmond Thorne, qui lui a présenté 2 aquarelles. Je vais vous montrer la seconde tout à l'heure. Il lui a présenté 2 aquarelles en lui disant « Bon, est-ce que ça vous intéresse ?» Et elles appartenaient, c'était dans le journal que ma mère a écrit lorsqu'elle était internée à Rio Cross. À l'époque, Rio Cross ne disait rien à Paul Salmona, maintenant, si, il sait. Hein. Donc, pourquoi en même temps ces aquarelles arrivent ici? C'est que je vous montre la seconde, que je ne m'en mets pas dans les... Voilà. La seconde, comme vous voyez en bas à droite, il y a une signature. Hein. Et le mage voulait être certain du nom de l'aquarelliste. Donc, le mage s'adresse aux archives départementales et c'est Béatrice Maury qui devient l'interlocutrice principale à ce moment-là. Et Béatrice leur suggère, en sus de sa propre expertise, de s'adresser à moi. Donc, nous étions en 2021 et nous apprenons à cette... d'ailleurs, aussi bien Béatrice que moi avons tout de suite vu qu'il s'agissait d'Hélène Mévade, mais nous apprenons à cette occasion-là qu'il y a donc un journal qui est associé à ces aquarelles. Hélène Mévade, qui elle est internée à Rio Cross du 27 de février 40 au mois de décembre 40. Donc, c'est dire, on va voir ça, qu'elle est internée dans la période où Regina est elle aussi, ici. Bon, une fois qu'on a les aquarelles, il s'agissait de réaliser un ouvrage, ce qui a voulu dire un travail avec de nombreuses personnalités, de nombreuses personnes. Bon, d'abord, l'ouvrage, enfin le journal papier, sur le cahier des colliers en somme, il est conservé par le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc l'un qui m'avait envoyé une transcription en allemand, la langue est en allemand, m'avait envoyé une transcription qui était assez approximative et qui était ce que la personne avait pu comprendre de l'écriture, qui n'est pas si facile que ça comprendre. Donc, il s'agissait de passer de ce travail premier à une véritable traduction de ce journal. Donc je le propose à Paul Salmona, c'était au milieu de l'année 2023. Puisque ce sont eux qui détiennent ce journal, c'est eux qui devaient m'en donner l'autorisation. Je précise tout de suite que Paul Salmona a tout de suite dit qu'il n'avait pas du tout d'argent pour payer le travail de traduction, mais je n'y allais pas non plus pour avoir un travail de remunérer, et je complète en disant que l'éditeur non plus n'avait pas d'argent pour payer la traduction, et que tout ce travail est un travail fait par conviction. Donc, le travail a consisté il s'agissait de traduire, d'expliquer et de présenter. Parce que un écrit sur le champ, si vous voulez, il n'est pas fait pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Autant, d'ailleurs, y compris les témoignages qui se disposaient dans la salle, ont été écrits a posteriori. Ce qui veut dire que les autrices, en l'occurrence, écrivaient avec des phrases qui pouvaient être compréhensibles et en situant leurs propos. Dans un journal écrit au jour le jour, ça n'est pas le cas. Donc, il y a donc tout un travail d'explication à donner et qui était réalisé là. Bon, et là où j'ai été grandement aidé,
pas sur Rio Cross proprement dit, mais que je connais, puisque j'avais travaillé sur Rio Cross, mais en revanche au sujet de Regina. Parce que quand on traduit, et d'ailleurs ça montre la limite de tous les traducteurs automatiques, quand on traduit, on tient compte de la personne qui parle. Et est-ce que telle expression, cette personne, la leader, prendrait à son compte? À l'occasion, je vous raconterai certaines discussions que j'ai eues avec Edmond Thorne et certaines difficultés de traduction que j'ai pu rencontrer. Et j'avais donc, en somme, j'avais Edmond Thorne comme interlocuteur, et en lui demandant est-ce que votre mère aurait bien dit ça. Et je travaillais aussi avec une de mes connaissances qui est allemande, philologue, et à laquelle je demandais chaque fois de m'assurer que tout cela était aussi fondé sur le plan de la langue allemande. Ça, c'est sur l'aspect du texte. Et puis, l'idée même des deux aquarelles qui étaient contenues à l'origine dans ce journal a donné l'idée d'en associer d'autres et d'associer d'autres documents. Or, il se trouve que parmi les compagnes d'infortune de Regina Felson, il y avait aussi la mère de Katarina Trebitsch, qui est... Or, la mère de Katarina Trebitsch, il y a un album qui lui a été offert à la fin juin 40, parce qu'elle avait 26 ans. Et cet album, j'ai demandé à Katarina Trebitsch, avec laquelle j'ai travaillé aussi, mais sur d'autres réseaux, sur la recherche des archives qui concernaient sa mère. Et donc, je lui ai demandé l'autorisation d'utiliser un certain nombre de documents qui figurent dans ce recueil. Je précise aussi que vous ne serez pas surpris de rencontrer un certain nombre de photos et aquarelles que vous connaissez déjà pour les avoir vues au mémorial, car Katarina Trebitsch les avait prêtées également pour le mémorial. Bon, donc il s'agissait, et puis il y a quelques documents d'archives, bon, nous verrons ça au fur et à mesure, parce que bon, de toute manière c'est essentiel, ce n'est pas anecdotique de présenter des archives quand quelqu'un est interné par mesure administrative, j'y viendrai. Donc il s'agissait de trouver un éditeur, ce qui n'a pas été le plus facile. En revanche, c'est Patrick Cabanel qui m'a orienté vers Ampélos, et si j'ai indiqué ici un éditeur de combat, c'est parce que lui-même, sur son site, vous pouvez le voir, qui se présente comme un éditeur de combat, c'est-à-dire un éditeur engagé. Bon, donc c'est ça, voilà le titre que cela donne maintenant, que vous voyez sur le titre. Bon, là, maintenant, qui est Regina? Elle est née à Munich en 1906. Ses parents sont immigrés de Pologne et il fuit les pogroms et la Révolution. Vous savez, la Révolution de 1905. Bon, il s'agit d'une famille de commerçants qui veut s'intégrer et qui, du coup, ne parle que allemand à la maison. Ce qui fait que Regina parle allemand, et alors qu'elle est polonaise, elle naît de parents polonais et elle naît polonaise, bien qu'à Munich, et donc elle parle allemand, et elle ne parle pas yiddish, et elle ne parle pas polonais. Elle fréquente l'école secondaire, c'est quand même important de le souligner, parce qu'il faut dire qu'elle a un niveau de langue qui lui permet aussi de rédiger un journal suffisamment élaboré pour que ça reste accessible à des lecteurs et lectrices. Et elle se marie avec Jacob Thorne. Alors pourquoi je mets Kuba? Kuba, c'est son pseudonyme en quelque sorte, c'est comme ça qu'elle l'appelle d'ailleurs tout au long du journal. Elle accouche d'Edmond, qui est donc décédé en décembre, à la fin de l'année 38.
Alors, le contexte, tiens, j'ai des phrases qui se promènent, mais bon, je crois que c'est important de parler du contexte. En 1933, comme vous le savez, les nazis prennent le pouvoir en Allemagne et tous les opposants politiques sont envoyés dans des camps de concentration et l'antisémitisme, qui existait bien entendu, mais va croissant. Il y a eu, je résume bien entendu, hein, mais en particulier la nuit du 9 au 10 novembre 1938, il y a eu le pogrom qu'on appelle d'un nom trop poétique, je pense, qui s'appelle la nuit de cristal, qui a été orchestrée par les sections d'assaut, et Regina et Kuba ont été arrêtés. Alors là, un pogrom, c'est quelque chose d'épouvantable, je vous invite d'ailleurs à lire la page Wikipédia. Je fais rarement ce genre de proposition, mais la page Wikipédia sur les pogroms est très bien faite. Ils sont arrêtés donc tous les deux. Regina est relâchée assez vite. Kuba est envoyé au camp de Dachau, qui est à proximité de Munich. Alors, leurs magasins sont vandalisés, et Jacob et Regina décident d'émigrer, parce que finalement, Jacob avait pu être libéré, et ils se réfugient en France, chez la sœur de Kuba, à Bruyères-en-Artois. Mais ils ont des visas de tourisme de courte durée, ce qui fait que Kuba est expulsé et se rend aux Pays-Bas. Regina, qui elle dispose d'un visa valable jusqu'au mois de novembre 1939, est encore donc à Bruyères-en-Artois au moment de la déclaration de guerre, et elle est là avec son fils, et elle est chez sa belle-sœur, hein, qui se prénomme aussi d'ailleurs Regina Scheinmann, et elle est arrêtée le 21 octobre 1939 par la police française. Elle est envoyée à Vieux-Cross, et elle arrive le 23, et à son arrivée, elle est qualifiée d'étrangère indésirable. Et pour cette raison, envoyée, ce qui justifiait aux yeux de l'administration son envoi dans un camp d'internement. Alors, le journal de Regina, il nous arrive 80 ans après. Hein. Donc, si vous voulez, c'est un témoin direct, mais c'est un témoin direct qu'on entend 80 ans plus tard. C'est-à-dire que nous, quand nous lisons le journal, eh bien, nous avons une connaissance de ce qui s'est passé ultérieurement, que bien entendu, elle n'a pas quand elle écrit. Et là où ce qui me paraît important de souligner par rapport à ce journal, c'est que l'image même que nous avons de Cross va se modifier et se complexifier. Et l'histoire de Vieux-Cross, elle va se modifier, c'est pas par un coup de tonnerre, mais par petites touches. Ici, on modifie ça, ici, on modifie ça. Et finalement, on va avoir une image qui va devenir sensiblement différente de ce qu'on connaissait de l'histoire de Vieux-Cross. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'elle parle d'un certain nombre de réalités qui ont déjà été explorées par des personnes qui ont donné des témoignages, mais qui avaient donné un autre point de vue. Et ce sont des points de vue qui parfois sont inconciliables. Alors ce qu'on va retrouver dans ce journal, hein, c'est le froid, l'insuffisance d'eau, les dortoirs et les baraques, l'importance du courrier, la censure qui ment, hein, la surveillance, des formes de solidarité qui sont différentes, hein, d'un groupe à l'autre. Et ce qui est important et donc qui diffère des autres témoignages dont nous disposons jusqu'à présent, c'est qu'il s'agit d'un point de vue qui n'est pas partisan, c'est-à-dire qu'elle n'est pas membre d'un parti, elle n'est pas ce qui s'est appelé à Vieux-Cross une politique. Or, à peu près tous les témoignages dont nous disposons sont des témoignages des politiques. Donc, c'est autre chose, hein, elle va avoir une autre réalité,
et dessiner un autre paysage que ce que nous connaissons. Ce qu'elle met en évidence, et ce qui me paraît comme une richesse de ce journal, c'est que finalement les formes de résistance sont plurielles, sont multiples, et qu'il n'y a pas qu'une seule manière de résister à l'arbitraire, mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément liées à l'existence des partis. Ce qui est important aussi, c'est qu'elle va signaler le partage de valeurs de liberté et de justice, et que tout au long de ce journal, elle va revenir sur l'idée que mais, ce n'est pas juste, et ce n'est pas juste. Bon. Donc, autre élément important, c'est qu'elle va mettre en scène une centaine de ses compagnes d'infortune, et pour parler du collectif, puisqu'elle n'a pas, ça n'est pas un parti, bon, etc., eh bien, elle va dire nous. Et donc, sauf que c'est un nous qui est à configuration multiple, et donc selon les lieux où elle se trouve, eh bien, nous, ça va être différent. Et donc, entre les dortoirs où elle était au début et la baraque 2 où elle se trouve à partir du mois de mars, on va, nous et les compagnes vont être différentes. Alors, oui, alors ça, je vous ressors un graphique un peu ancien. Enfin, ancien, je veux dire, je l'avais utilisé pour mon livre qui est paru il y a 3 ans, mais pour vous montrer la courbe de présence dans le camp. Les plus nombreuses sont les Allemandes, et donc vous voyez le sommet, et celles qui sont en sombre, ce sont les Espagnols, donc elles aussi qui ont quelque chose d'assez caractéristique, présentation caractéristique, et puis en moins clair, on a les Polonaises qui sont là, qui sont mis avec les Espagnols et les Allemandes. Et puis, en moindre mesure, on a des Italiennes et des Russes. On a d'autres nationalités, bien sûr, puisqu'il y en avait 29, mais c'est pour montrer. Et là, on arrive, je ne sais pas si vous voyez les chiffres de vous êtes, il faut s'arrêter pour voir à quel endroit de se dérouler, disons à peu près au milieu, on a donc toute la première partie. Ce qui veut dire que cette pointe-là, c'est la fin de l'année, c'est la fin juin 40, et donc c'est au moment où il y a eu un envoi massif d'étrangères dans le camp, et progressivement, comme les femmes devaient rentrer chez elles, eh bien, on a une chute du nombre de participants, d'internés. Je disais nous. Nous, femmes internées à Rio Grosso. Donc la question de femmes, c'est une question qui est importante. À l'époque, on ne parlait pas de genre, et bien que ici bon, généralement, quand on parle femmes et hommes, on renvoie plutôt à des notions biologiques, mais là, comme vous allez voir, ce sont une biologie qui est très socialisée, et on aurait très bien pu, et avec le vocabulaire actuel, on pourrait très bien parler de genre. Alors, pourquoi quelques points que je veux souligner à ce sujet-là, c'est l'entre-femme. L'entre-femme, on se fait des confidences. Et ça, c'est très amusant, parce qu'on le voit, on ne le trouve pas du tout dans les témoignages qui sont donnés a posteriori. Mais là, ce sont des femmes qui se font des confidences sur ce qu'elles étaient avant de venir, sur leurs amours, et ce sont des femmes qui parfois ont des amitiés amoureuses. Regina d'ailleurs sera concernée. Et puis, on a tout un vocabulaire contre l'ordre masculin. Alors l'ordre masculin, j'ai repris ce terme parce que l'ordre masculin, c'était l'ordre qui a été imposé par les nazis en Allemagne. Or, une bonne partie, le plus grand nombre des nationalités que Regina
à fréquenter, qui étaient autour d'elle, c'était effectivement des Allemandes qui ont connu l'ordre masculin nazi. Et ce qui voulait dire, l'ordre masculin, c'était quoi? C'était seuls les hommes décident et les femmes sont cantonnées à la maternité, hein, entre autres choses. Hein. Donc, et ce qu'elle souligne aussi, c'est la conduite des hommes, et elle revient à plusieurs reprises sur la manière notamment dont se conduit le commissaire spécial chef de camp. Alors là, j'ai emprunté une photo, la photo que vous voyez à droite. C'est une photo que j'ai empruntée à l'association. Et le monsieur qui est complètement à droite avec un chapeau, c'est précisément le commissaire spécial chef de camp. Et on doit cette photo à... c'est une photo qui a été envoyée à l'association par un monsieur dont le père était inspecteur spécial, inspecteur de police spécial à cette période-là. Donc, Regina parle avec tellement de, je dirais pas de haine, mais de dégoût de ce bel Est, que vraiment j'avais envie de vous montrer la photo de Balest. Bon. À gauche, celui qui était à côté de lui, c'est le commissaire de police de Mende. Bon, alors pourquoi je mets... oui, et je finis sur les hommes. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que c'est la sexualisation permanente des propos des hommes. Et elle cite au fur et à mesure. Hein. Donc c'est pas une restitution où elle va... ou une telle qui a dû s'échapper parce que son mari essayait, pas son mari, pardon, son patron essayait de la... L'astuce est intéressant, hein, parce que son patron essayait de la violer, hein, ou bien d'autres situations comme lors de la réunion de la commission de justice, l'interprète qui, habituellement, hein, le matin à Chanin, qu'il avait observé le passage de la commission d'armistice et bien signalé que d'un côté il y avait les juifs et de l'autre côté, enfin plus exactement les juifs étaient mis à l'écart, un seul était pris en considération ceux qui ne l'étaient pas. Là, il oublie complètement de signaler pour les femmes. En revanche, il fait des commentaires sur les femmes, elles sont bronzées, elles ont l'air bien, bon. Donc, vous voyez, c'est ça que j'appelle la sexualisation permanente, hein, des propos des hommes. Bon, en ce qui concerne je surveille un petit peu l'heure. Ensuite, il y a eu des enfants, hein, et Regina, tout au long, hein, de l'ouvrage, enfin du journal plutôt, souffre de l'absence de son fils. Mais ça a été, je dirais, elle souffrait d'être enfermée, elle souffrait beaucoup de l'absence de son fils. Or, il y a eu, à partir du mois de juin, même à partir de fin mai, par exemple la petite Talence Perry qu'on voit avec Teresa Notch, et ça c'est une photo des archives départementales, et donc là, elle arrive à la fin du mois de mai. Hein. Donc il y a eu des enfants. Il y a eu tout un débat, hein, au sujet de l'internement des femmes. Est-ce qu'il s'agissait de limiter les naissances étrangères? Ça rappelle d'ailleurs un certain nombre de questions contemporaines. Et il faut dire que le Code de la famille du 29 juillet 1939 insistait sur la nécessité d'avoir des bonnes familles propres, non alcoolisées, bon, etc. Et à Rio Cross, on voit des naissances à partir de mai 40, et on a y compris une petite fille qui décède au mois d'août 40, ce qui a été un drame pour toutes les femmes, hein, y compris celles qui n'avaient pas d'enfants d'ailleurs. Mais une des particularités, hein, c'est que ces enfants,
il y en a eu en tout peut-être une centaine, n'ont jamais été enregistrés, c'est-à-dire qu'ils étaient là dans l'ombre de leur mère. Et ce que je peux dire pour continuer d'autres travaux sur cette question-là, en fait, chaque fois que les femmes pouvaient se dispenser d'être dans le camp avec leur enfant, eh bien elles l'ont fait. Et puis, autre dimension qui est particulière aussi, qui est liée au fait que c'était des femmes qui étaient internées, c'est la contribution matérielle, c'est-à-dire faire le ménage, c'était plus que les corvées. C'était, au bout d'un temps, les femmes étaient rémunérées pour un certain nombre d'activités ménagères. Et là encore, des travaux féminins avec une hiérarchie homme-femme, c'est-à-dire celles qui faisaient les travaux d'écriture étaient d'ailleurs mieux payées que celles qui faisaient la planche. Ensuite, deuxième nous sur lequel je voudrais insister, c'est nous internés par mesure administrative. Alors, la mesure administrative, c'est quelque chose qui a été développé à ce moment-là, qui devait être supprimé, qui a ressurgi au moment de la guerre d'Algérie et qui continue, hélas, à exister. Et l'internement par mesure administrative, ça veut dire que les personnes ne peuvent jamais expliquer, se justifier en quelque sorte, et ne savent pas quel est le terme de leur internement. Donc ça, c'est un élément extrêmement constant de l'internement administratif et qui est là aussi particulièrement douloureux. Ce que j'ai montré là, c'est le refus de signer de Regina. En bas à gauche, c'est peut-être pas très lisible, mais en fait, il y a la signature des inspecteurs qui certifie qu'elle a refusé de signer. Et refuser de signer que le bien fondé, en quelque sorte, de son internement. Donc c'est un premier acte, si vous voulez, de résistance. Et il y a eu ensuite, elle a eu comme la plupart des femmes, enfin comme toutes les femmes qui avaient des possibilités d'écriture, soit personnelles, soit avec leur entourage de dortoir puis de baraque, elle a entrepris un certain nombre de démarches auprès des autorités. Et donc d'écriture, que ce soit auprès du consul de Bologne, que ce soit, puisqu'elle était polonaise, que ce soit auprès du préfet du Nord, je ne sais plus si c'est le Nord, Bruel, mais bon, enfin, pour Bruel, du préfet de la Lozère, et chaque fois c'était vain, c'est-à-dire y compris un chef de camp qui joue de manière un peu sadique de ses demandes et qui lui propose d'expliquer les raisons pour lesquelles elle est ici, pourquoi elle demande une libération, et elle écrit 3 pages qui vraisemblablement, étant donné son niveau de français, ont vraisemblablement été écrites par une de ses compagnes d'infortune, où elle explique tout le déroulé de ce qui lui est arrivé, et où elle demande sa libération, en expliquant que bon, il n'y a pas de raison qu'elle soit internée, elle n'a rien fait. Et elle reçoit le courrier qu'elle avait envoyé avec juste un mot dans un coin de page, mais vous savez bien que vous êtes suspect au point de vue national et que vous ne pouvez pas être libéré. Donc, d'ailleurs, quand je parle de ceci, c'est faire miroiter l'idée que, bon, si elle s'expliquait, elle pourrait être libérée. Et, or, dès le mois de novembre 1939, donc pendant la Grande Guerre, la Troisième République avait mis en place ce qui s'intitulait des commissions de criblage, c'est-à-dire qui examinaient la situation des différentes femmes et
idem dans les camps d'hommes. Et dans les camps d'hommes, un certain nombre d'hommes ont été libérés grâce aux commissions de la commission de criblage. La commission de criblage n'est jamais venue à Rio Grosse. Ce qui fait que les femmes entendant parler de commission, etc., la notion même de commission, elle ressurgit au mois de juin, après la signature de l'armistice, quand il est question de commissions qui pourraient venir examiner le cas des femmes, etc. Et donc, là, il y a un malentendu épouvantable, c'est-à-dire que les femmes espèrent être libérées en France, et en fait, elles déclenchent une grève de la faim qui demande la venue d'une commission. Or, c'est en lisant ce journal qu'il devient clair que c'est la grève de la faim dont on entend parler dans d'autres textes. La grève de la faim est due vraiment à la nécessité que justice soit rendue. Donc, elles tiennent une grève de la faim, ça c'est le 2 août 40. La grève de la faim dure 2 jours. Il se trouve qu'une commission arrive à Rio Grosse. Or, le 4 août, la commission qui arrive à Rio Grosse n'est en rien une commission de criblage. C'est une commission qui faisait un peu le tour des camps. Il y a eu beaucoup de circulation à ce moment-là. Et donc, elles sont extrêmement déçues. C'est-à-dire qu'elles ont le sentiment qu'on s'est moqué d'elles. Sauf qu'elles ont arrêté la grève de la faim. Alors et je crois qu'il faut voir que cette grève de la faim, je l'ai lu dans certains propos d'autres femmes internées, qui en parlent de manière assez ironique, dans des documents écrits a posteriori, c'était véritablement essayer de peser sur la situation. Bon, ça ne marche pas. Alors, ça ne c'est pas tout à fait dans le bon sens. Après, voilà, je vais quand même vous expliquer de quoi il s'agissait. Là, ce que je voulais vous montrer, c'était les raisons entre guillemets, pour lesquelles les femmes avaient été internées. Or, là, je ne voulais pas prendre globalement, parce que globalement, quand on a affaire à 93 femmes, je suis arrivé à en retrouver 93, on ne peut pas dire globalement. Bon, même si après, il y a des propos qui ont été tenus de manière globale, mais je veux dire, 40 ans après, on ne peut que penser global. Hein. Mais bon, à ce moment-là, qu'est-ce que ça représente sur le plan des raisons pour lesquelles elles ont été internées? J'ai vu qu'il y en avait 39 suspectes et 13 dangereuses pour l'ordre public, ce qui veut dire que c'est à peu près la même chose, tout dépend de l'inspecteur qui remplit les papiers. Il y en a 11 qui sont arrêtés pour galanterie ou prostitution, et puis il y en a 10 communistes. Ça n'est pas une image globale du camp. Hein. Ça, c'est l'image de ses compagnes à elle, hein. C'est clair. Troisième, nous, juifs à Rio Grosse. Alors, qu'est-ce que c'est cette photo? Elle faisait partie de l'album qui a été offert à Erna Sander, donc la mère de Katarina Trevic. Là aussi, les statistiques, si vous voulez, ne sont pas représentatives de l'ensemble du camp. Mais là encore, hein, ce que je cherche à montrer, c'est qui parle et de qui il s'agit à ce moment-là, hein, quand elle parle de nous. Là, on a une quarantaine de femmes qui sont juives. C'est donc sur 93, vous voyez, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup plus que la statistique globale. Hein. J'ai fait une statistique globale
du nombre de femmes juives qu'il y avait à Rio Grosse, j'arrive à 17%. Donc là, on est très au-dessus, ce qui veut dire qu'elle était très entourée de femmes juives, pas par choix, mais par répartition dans les locaux. Bon. Les premières femmes qu'elle mentionne, ça va être deux internationales, c'est-à-dire les internationales sont des femmes qui reviennent de la guerre d'Espagne, où elles se sont engagées du côté des républicains. Donc il y a Lucy Gutmann, qui était une infirmière, et Betty Rosenfeld, toutes deux qui d'ailleurs seront déportées. Et elle arrive, elle se décrit elle-même, elle pleure abondamment. Et donc, ces femmes la réconfortent et lui disent, bon, ben, viens t'installer. Et donc, elle va s'installer dans le dortoir à côté de Betty Rosenfeld. D'autres femmes viennent aussi. Et donc, là, elle se retrouve finalement, sans que ce soit un choix explicite, elle se retrouve aidée par les femmes qui sont juives. Et puis, à Rio Grosse, il va être possible de vivre sa judéité, c'est-à-dire de soutenir des fêtes religieuses. Là, donc, je vous le disais, c'est une fête religieuse, on voit les bougies, encore qu'on ne voit pas très bien, mais bon. Mais ce que Regina vit aussi, ce sont des mises à l'écart, de la même manière toute proportion gardée de ce qu'elle a connu en Allemagne, quand les Juifs étaient mis à l'écart, pas ici, pas là, etc. Et donc c'est quand après il leur est demandé il leur est proposé de repartir, eh bien il y a un cas spécial qui est le cas des Juifs, ou des cas spéciaux, les cas des Juifs. Et elle pose la question, et pour les Juifs, comment ça se passe? Et puis, il lui arrive d'entendre, au moins une fois, une expression antisémite qui est épouvantable, qui est dégoûtante. Maintenant, à Rio Grosse, le contexte de l'année 40. Donc, on a la signature d'armistice en juin, et les femmes vont être incitées à rentrer chez elles. Rentrer chez elles, elles vont être incitées de manière plus ou moins ferme. Un certain nombre d'Espagnols, d'ailleurs, seront incités de manière assez ferme. Mais au cours de l'été, donc, il va être proposé, notamment aux Allemandes, de rentrer. Et c'est à ce moment-là qu'on a donc le passage de ce qui s'appelait la commission Kunt, qui était celui qui dirigeait cette commission. Et donc, à ce moment-là, quelles sont les femmes qui sont d'accord pour rentrer en Allemagne? Et donc, on voit bien que peut-être pour quelques-unes, c'était un choix idéologique ou un choix politique, mais pour la majorité d'entre elles, c'est absolument sortir d'ici. Quelles qu'en soient les conséquences, quels qu'en soient les résultats, sortir d'ici. Et donc, un certain nombre de femmes signent en se disant qu'elles pourraient toujours se débrouiller en cours de route. Or, ce qui a été vrai, il y en a un certain nombre qui sont descendus du train en cours de route. Mais, elle est quand même dans une situation un peu particulière. Elle est polonaise, donc elle ne va pas faire partie du premier envoi, en quelque sorte, ou des premiers départs depuis Rio Grosse. Et donc, elle va beaucoup hésiter. Est-ce qu'il faut signer? Est-ce qu'elle veut partir? Bon, elle a des allers-retours. Il est clair qu'elle ne veut pas du régime nazi, mais elle ne l'exprime pas comme ça. C'est pas du tout son vocabulaire. Mais elle veut être libre. Et surtout, son mari est aux Pays-Bas, son fils est à Brûlé-en-Artois, mais
l'été 40, elle ne sait plus où est son fils. Il y a eu, depuis le 10 mai, la Wehrmacht est entrée en France. Elle ne sait pas, donc, ce qui veut dire vraisemblablement des déplacements. Donc elle se demande que faire en permanence. Bon. Et là, on a la venue de la commission d'armistice. La commission d'armistice, donc, elle va à son tour estimer qu'elle n'est concernée que par les femmes qui ne sont pas juives. Et donc les juives, vous vous mettez à l'écart. Donc c'est d'ailleurs, là je parlais tout à l'heure de contradiction éventuellement avec des propos qui ont été tenus. Là c'est clair, sur cette histoire-là, les juifs ont été mis à l'écart et il n'y a pas eu d'autres mouvements de protection des juifs, contrairement à ce qu'une certaine légende a raconté. Bon. Et finalement, elle va obtenir la possibilité de négocier une émigration. Ce qui voulait dire pour toutes les femmes, celles qui voulaient émigrer, partir à Marseille, où là, il y avait un certain nombre de papiers qui étaient d'obtention de visa, etc. Elle obtient cette autorisation-là. Et là j'insiste sur le moment dans lequel on se situe. Il y a eu, là, avec la venue de la collaboration, il y a d'abord eu la fin des possibilités, des personnes qui ont été naturalisées récemment, la naturalisation leur est tombée. Il y a eu l'interdiction des sociétés secrètes, ce qui voulait dire principalement les francs-maçons. Et puis, le 3 et le 4 octobre, ce sont les lois la loi portant statut des Juifs. Et celle du 4 octobre, c'est celle qui autorise les préfets à interner les Juifs étrangers. On est donc dans cette situation-là. Le mois de novembre, tous les inspecteurs de Rio Cross, on a les documents aux archives départementales. Et là, on voit bien, ils ont tous signé ne pas être juif. Donc on est dans cette situation-là, où quand même il y a une certaine sensibilité qui existe par rapport à cette question de judéité. Il n'empêche que tout un ensemble de femmes, de compagnes de Regina, vont être autorisées à aller obtenir des visas à Marseille et prendront la fuite. Ça, c'est une espèce de tolérance, si vous voulez. Et ça a été, je crois, une espèce de fenêtre qui a existé à la fin de l'année 40, qui a permis à un certain nombre de femmes, des femmes qui sont parties, qui ont émigré principalement aux États-Unis, et pour celles dont je parle là, et puis celles qui ont pris la fuite, elles sont relativement nombreuses. Et Regina a été du nombre. Alors, elle a pris la fuite. Elle quitte le camp. On la retrouve à Marseille, où là, la solidarité avec ses différentes compagnes est importante, puisque là, y compris à la descente du train, elle est attendue par une des compagnes de Rio Cross, et elle est déclarée en fuite le 13 décembre. Elle va vers Paris, qui n'est même pas si simple, puisque il a fallu qu'elle trouve un passeur, qu'elle le paye, mais elle y est parvenue. Et ensuite, elle est à Paris, elle va avoir, oui, quand même, je saute une marche là, elle a, oui c'est ça, l'azote, voilà.
là, elle retrouve son fils. C'est pas si évident, parce qu'elle ne sait pas où il se trouve. Et une espèce de hasard merveilleux fait qu'elle rencontre quelqu'un qui lui dit, qui la reconnaît elle, et qui lui dit « Je sais où est ton fils ». Et elle le retrouve. Alors, là, elle, à la veille de la rafle du Veldiv, donc là, début 41, elle retrouve son fils, elle vit avec son fils et avec sa belle-sœur, hein, et donc le mari de sa belle-sœur. Ils vivent dans un hôtel à Paris. Et la veille, à peu près, quelques jours avant la rafle du Veldiv, le portier de l'hôtel leur dit, bon, alors là on a plusieurs versions, et le portier de l'hôtel leur dit, bon, des gens comme vous ne sont pas en sécurité et il vaudrait mieux que vous partiez. Alors là, ce dont je parle maintenant, c'est mes discussions avec les mentors, hein, parce que ça ne figure plus dans le journal. Bon. Donc, or, à Paris, elle est restée en relation avec Greta Fan. Greta Fan, dont elle est, disons, amoureuse, et qui est, paraît-il, une très belle femme. Donc, je vous ai mis la photo de Greta Fan. Qui était une danseuse de cabaret. Et donc, quand elle apprend qu'il vaut mieux partir, elle part à Andrézy grâce à Greta Fan. Elle obtient, moyennant l'argent des faux papiers, alors là où elle est dite, elle s'appelle Madeleine, Renée Madeleine et elle est célibataire. Hein. Donc elle est dite célibataire et donc elle se retrouve là et Cuba, enfin son mari les rejoint à la fin de l'année 42. Ils obtiennent un visa pour les États-Unis en 52. En 57, Cuba, qui n'aimait pas vivre aux États-Unis, part en Allemagne, et c'est le moment où les biens spoliés ont commencé à être restitués, et un an après, elle le suit. Bon, donc, elle et son fils ont eu la vie sauve. Mais sa belle-sœur et son beau-frère, qui étaient restés, c'est ceux qui avaient gardé Edmond, eux ont été raflés dans la rafle du Veldiv. Son père a été déporté et est mort. Son frère aîné a été déporté et est mort. Donc vous voyez, elle a eu la vie sauve, Edmond a eu la vie sauve, mais et puis leurs amis autour d'eux. Ça a été bien difficile. Alors, les remerciements. Bon, je crois que, comme vous avez vu, il y a le soutien de la mairie de Mans, et donc je les remercie. Je remercie le conseil départemental de la Lozère, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, et pour leur aide. Samuel Callier, alors là, quand même, je vous raconte un tout petit épisode de Samuel, au sujet de Samuel, qui a poussé la délicatesse jusqu'à aller au cimetière Séjalan pour voir si la tombe de la petite fille qui est morte au mois d'août 40 était encore visible. Maintenant, je ne l'ai plus. Hein. Bon. Donc, et puis Pauline Chandry, Béatrice Maury, qui, comme depuis longtemps, hein, depuis 2016, m'aide toujours dans mes recherches. Et puis je remercie aussi Catherine Cohen, dont sa mère a été internée pendant 2 mois et demi dans la même baraque hein, que Regina. D'ailleurs, prochainement, nous aurons le journal hein, de sa mère, Michel Juffet, qui a toujours relu les textes, et Barbara Schulter, qui aide
à vérifier que ma traduction était exacte. Et donc, voilà, c'est pour cette intention que j'ai mis à la fin cette idée de stigmatisation des étrangers indésirables et comment leur internement préventif a constitué un préambule à la multiplication. Enfin, quel carnage et quelle épouvante. Et ce qu'on peut voir, c'est que le souvenir de ces internements, ça court sur des générations. Et on peut se dire que quand on connaît la situation présente, ça courra aussi pendant des générations. Bonsoir à tous et je vous remercie. Je vous remercie de tout mon cœur d'être là et j'étais surpris par tellement de choses, mais non le moindre, c'est la beauté de ce pays ici, sa nature, autant que les gens, les habitants que j'ai rencontrés, parce que j'avais l'idée d'un endroit un peu obscur et peut-être sauvage et inhospitable. C'est les légendes qu'on a. Et je viens ici de New York, des très longs voyages, et je suis éblouie par, et très très touchée. Alors, Madame Michel Descollanges m'a demandé de parler un petit peu sur le plan personnel, sur mes rapports plutôt avec ma belle-mère Regina, et j'étais d'accord pour le faire. Excusez-moi mon accent, et ça va peut-être vous surprendre un petit peu aussi ce que j'ai à dire, mais j'aime bien être franche et de partager des choses très réelles. Alors, Edmond, mon mari, il ne m'a pas encouragée de traduire ce journal du français en anglais, mais j'avais envie. Et c'était pas vraiment juste pour lui, et ce n'était pas non plus pour sa mère, mais plutôt pour satisfaire un besoin personnel, un peu mal défini, mais un besoin à moi. Donc, je lui parlais pas de mon espoir quand même que cette exploration des souvenirs enterrés de son enfance pourrait être thérapeutique pour lui. Il avait déjà l'âge de 85 ans et je me suis dit, si on traduit ensemble le français de Madame Descollanges en anglais, ça va faire un voyage partagé en arrière. Parce qu'il y avait beaucoup de choses réprimées chez lui, donc il ne voulait pas se souvenir. Alors, cette prise de conscience de ma part serait survenue plus tôt, voire même spontanément, si ce n'était qu'un obstacle. Regina. Regina et moi n'étions pas proches. En fait, nous ne nous entendions pas. Regina n'avait aucun intérêt à établir les liens avec moi. Lorsque je l'ai rencontrée en 1979, présentée comme la fiancée de son cher et unique Edele. Il approchait déjà de la quarantaine, sans attache, sans mariage intérieur. Et elle n'était pas soulagée d'apprendre qu'il avait enfin trouvé la femme de sa vie. Non, au contraire. J'étais froidement interrogée. Ferais-je à mon mari un bon déjeuner chaque jour?
Gagnerai-je un revenu? Qu'est-ce que j'aime cuisiner? Que fait mon père? Est-ce que je parle français? L'allemand? Et mon futur mari, ça veut dire Edmond, est de là, un homme que moi j'ai appelé E.T. ou E.T. en français, parce que pour moi, il était un peu extraterrestre. Mon futur mari, E.T., regrettait son manque de chaleur vis-à-vis de moi. Et même des décennies plus tard, il décourage encore mon engagement avec son journal. Mais moi, j'ai insisté et je l'ai traduit. Alors que je soupçonnais Regina incapable d'amitié féminin, c'était une raison que je me suis donnée pour sa froideur vis-à-vis de moi, le journal atteste au contraire, tout de suite. Je vois dès le premier jour à Rio Cross, elle se lie en amitié avec plein de femmes détenues. Elles prennent ensemble le thé, échangent des confidences, troquent leurs vêtements, se soignent en cas de maladie. Alors moi, à l'époque, jeune femme loin de chez moi à New York, j'aurais eu besoin d'une alliée. Mais je pense qu'elle nous voyait plutôt comme des rivales. Bon, revenons au journal. Un beau jour, vous pouvez le lire dans les pages du journal, Regina dispute violemment avec sa grande amie Madeleine. Elles s'insultent mutuellement, se mettent en rage et elles se séparent. Mais un nuit, Madeleine tombe dans la bouillie et malgré sa rancune, Regina soigne ses blessures. Regina écrit dans le journal. Il est 9h du soir. Après l'extinction des feux, Madeleine me remercie, me souhaite une libération rapide. Et puis, 5 minutes plus tard, alors que je suis déjà couchée, elle m'appelle tendrement. Regina. Et je suis très surprise. Merci. Je t'embrasse, répète Madeleine dans le silence. Regina écrit aussi qu'elle attachait une ficelle entre elles. Comme ça, si Madeleine se réveille dans la nuit, elle peut tirer sur la ficelle pour réveiller Regina. Quand je lis ce passage avec mon E.T., il me dit que sa Mouti c'est maman en allemand, faisait la même chose pour lui quand il était malade. Moi, je pense qu'il lui attachait d'une ficelle même quand il allait bien. Métaphoriquement, c'est certainement vrai. Alors, comme on sait, Regina a fini par s'échapper du camp. Elle retrouve son enfant. Et c'est elle qui garde son enfant unique en vie. C'est toute une aventure pendant encore 4 années de rafles génocidaires. C'est sans doute elle qui a accompli le miracle de son optimisme et de sa capacité inépuisable d'Edmond à aimer. Moi, je suis la bénéficiaire de cet amour depuis les décennies. N'y a-t-il pas donc quelque part un lien entre cette autre femme et moi? Cette nuit, Edmond se sent à nouveau mal. Pendant 7 ans, il souffrait d'insuffisance rénale. Et il se reconnecte à sa machine de dialyse qu'on avait à la maison. C'était un ensemble de tubes ombilicaux qui le maintiennent en vie, avec un eau salinée quasi-utérin administré par le ventre. J'essaie de résister à l'idée de la maladie, aussi comme métaphore, mais je le vois à nouveau relié par un tube à son nombril, à la mère, qu'il a perdu, puis retrouvé après son échappe de réécro. Il dort à côté et je suis seule. Et je continue à traduire le journal. Et en traduisant, je commence à ressentir des choses différemment
vis-à-vis de Regina et le passé. Je lui en ai voulu à l'époque, mais elle n'avait aucune raison de me faire confiance. Moi, jeune femme américaine, frivole et éperdue d'amour, usurpatrice de la première place qu'elle occupait dans le cœur d'Adelaide. Peut-être a-t-elle deviné qu'il lui, il consacrerait toute son énergie à s'occuper de moi, c'est vrai, et nos enfants. Mais sûrement, elle a douté de ma capacité à lui rendre l'appareil. Pourtant, les 7 dernières années ont rééquilibré cette équation. Et maintenant, j'étais sûre dans cette nuit si lente qu'elle sait que je suis fidèle à côté de son fils. Donc, pendant les longues nuits de sa maladie, je ressens la présence de Regina tout autour de moi et je suis nourrie par un amour autrefois retenu. Je m'adresse à elle. Regina, nous sommes après tout les 2 extrémités de son histoire. Toi, heureusement, t'as assuré sa survie dans les premières années de sa vie. Et moi, sans comparaison possible quant à l'héroïsme exigé, je suis là pour lui à l'autre bout. Regina, toi qui n'étais pas mon amie, et certainement pas une seconde mère, je vais voler le réconfort que ton journal m'offre. Je vais le siphonner. Je cherche ton fantôme et j'exige réparation. Je le lirai, ce journal, chaque ligne, avec ton fils. Et lui aussi, il se sentirait plus fort. Il est minuit passé, nos lumières sont éteintes. J'entends ma propre voix résonner dans le noir. Regina, merci. Laisse-moi t'embrasser. Enfin, je suis en paix.